Bienvenue chez moi. Alors je vais tenter aujourd'hui de tirer de la théorie quelques conséquences pratiques. Alors, il ne s'agit pas de refaire le monde, je pense que vous l'aurez compris. Alors tout ce que je raconte depuis le début dans toutes mes vidéos peut paraître parfois compliqué, je le conçois, mais en tout cas on ne m'opposera pas le fait que c'est décorrélé du réel. Quand je dis que faire de la politique, c'est trouver un équilibre entre l'individu et la communauté, c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Quand je dis que tous les individus diffèrent en matière de goût, d'attente et de capacité, c'est tout ce qu'il y a de plus concret également. Et quand j'ajoute que le moindre individu n'est rien sans communauté, je mets au défi quiconque de me prouver que ce n'est pas concret. Alors, certes, tous ces éléments sont globaux, mais ils sont concrets et complètement étrangers, surtout à toute forme d'idéologie. Et de la même manière, lorsque je dis que nous sommes totalement empêtrés dans un univers marchand, je ne prends pas beaucoup de risques à le dire, puisque tout le monde le constate, puisque c'est une évidence, et pas seulement, donc, de la théorie. La théorie, elle, m'aide à comprendre, elle nous aide, elle vous aide à comprendre pourquoi on en est là, sans quoi il est impossible de saisir comment en sortir. Alors, ce que j'ajoute simplement à tout ça, fruit de la théorie effectivement, mais tout à fait constatable au quotidien autour de nous, c'est que c'est le déséquilibre entre individu et communauté en faveur de l'individu qui a permis de faire advenir un monde 100% marchand. Que les gens veuillent du concret, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et à quoi ça servirait de lire tout ce qui est derrière et quantité d'autres livres encore si c'est pour n'avoir au final aucune prise sur le monde réel, bien sûr. Donc quels moyens? Interrogeons-nous sur les moyens d'action que cela nous donne. Personnellement, si j'avais la solution, je serais en train de l'exploiter, je ne serais pas là à perdre mon temps à enregistrer des vidéos. Mais on ne peut agir sans comprendre, et la lecture, il se trouve que la lecture est le moyen le plus sûr de comprendre les choses, notamment en comparant notre époque avec les expériences des anciens. C'est la méthode que j'affectionne. Alors, que faire? Je reviens à cette question liminaire. Que faire? Est-ce qu'il faut tout foutre en l'air? Non. Si oui, comment? Est-ce qu'il faut de nouveau couper les têtes et mettre fin au règne sans partage des grandes dynasties politico-médiatiques? Éventuellement, peut-être. Il y a des gens qui auraient alors du souci à se faire. Est-ce qu'il faut quitter la France? Tout simplement. Ou est-ce qu'il faut croire éternellement en l'homme ou la femme providentielle? Et puis, tout simplement, est-ce que les Français ne sont pas dévots? Est-ce qu'ils ne sont pas habitués à être gouvernés par des gens médiocres? Est-ce qu'ils ne sont pas médiocres eux-mêmes? Toutes ces questions sont légitimes. Comme je le disais à l'instant, essayons à présent quelques minutes, de mettre en perspective notre époque, le concret de notre époque, en la comparant à un exemple fameux du passé. Alors, prenons à nouveau Rome. Alors, année 495 avant Jésus-Christ. Je vais vous la faire courte. Nous sommes dans les débuts de la République. À cette époque, le poids des créances est tel que la plèbe est pressurée et ne peut plus faire face à ses dettes. Alors par plèbe, il ne faut pas entendre toute la population, on s'en doute, mais en tout cas, le gros s'efforce avec à leur tête des meneurs. C'est une constante dans l'histoire. Une quantité importante de plébéiens se donnent alors les moyens de renverser le rapport des forces en présence. Comment font-ils? Eh bien, les citoyens qui, à l'époque, portent bien leur nom, contrairement à nous, ou ceux qui ont vocation à le devenir, sont avant tout des soldats. On est soldat avant d'être citoyen. Pour une bonne part d'entre eux, ils se sont certes engagés pour fuir leurs créanciers,
mais ceci leur conférait des arguments sérieux pour se mettre en grève. Oui, en grève. Et je rappelle le principe de la grève, une cessation d'activité pour obtenir des avantages à titre personnel ou corporatif, mais tout ceci au risque d'en mettre d'autres dans le pétrin. Pétrin, merdum en latin. Imaginez une seconde que la France, aujourd'hui, soit au bord de la guerre et que son armée, sommée généralement d'obéir et de se taire, se mette tout à coup en grève. Bon, eh bien c'était le cas à Rome en 495 avant Jésus-Christ. Ceux qui allaient devenir plus tard des citoyens à part entière étaient au départ des soldats, c'est-à-dire des gens qui ne s'en remettaient pas à des mercenaires ou à des professionnels en matière de défense collective et qui faisaient eux-mêmes le, entre guillemets, sale boulot, comme les Grecs vis-à-vis de la politique. Ils ont menacé de ne pas défendre la ville contre l'armée volsque à ses portes et obtenu momentanément certaines concessions. Le Sénat n'a pas eu le choix. Le rapport des forces s'est inversé. Puis, l'armée romaine a écrasé tous ses adversaires et les gens ont été démobilisés. Le Sénat revient alors sur sa parole de protéger les débiteurs vis-à-vis de leurs créanciers. Seulement, une nouvelle attaque ennemie intervient et la plèbe, désabusée, fait cette fois sécession. Première sécession de la plèbe. Qu'est-ce qui arrive? Un dictateur est nommé, qui lui s'engage à défendre coûte que coûte la plèbe sous ses ordres. Il mène ses troupes à la victoire, mais la paix revenue, le Sénat refait le même coup. Et le dictateur, pour ne pas manquer à sa parole, parce qu'à l'époque on était violent, mais on avait une parole, le dictateur abandonne sa magistrature. Entre parenthèses, le mot dictateur est encore l'un de ces mots que notre modernité couvre d'opprobre sans jamais ni les interroger ni les comprendre. Je referme la parenthèse. Cette fois donc, la plèbe en armes se retire sur ce que l'on identifie comme le mont sacré, en quelque sorte en marge du centre-ville, et elle refuse dorénavant de se battre, point barre. Le Sénat finit par céder, et la plèbe obtient que le droit soit dorénavant écrit, puisque les paroles s'en vont, et que soient nommés des représentants qui lui soient entièrement dévoués, les fameux tribuns de la plèbe. Les fameux tribuns de la plèbe. Fin de l'histoire. Alors on a affaire ici à un rapport de force qui a été favorable aux plus humbles parce qu'ils ont su saisir une opportunité. En l'occurrence, le fait que la ville, excusez du peu, était placée entre leurs mains. Le sort de la ville était placé entre leurs mains. Le Sénat était ainsi rendu dépendant de la plèbe et l'issue s'est jouée là-dessus. Et revenons maintenant à nos moutons modernes. Quels sont à nous nos moyens d'action? Quel est en quelque sorte notre mont sacré à nous? Quelle force nous reste-t-il après avoir délégué, donc professionnalisé, et la fonction militaire et la fonction politique? Que nous reste-t-il? Pauvres libéraux que nous sommes. Pour comprendre ce que je vais dire, il faut se remémorer ce que je disais des libertés positives et des libertés négatives dans ma vidéo qui était consacrée à la liberté, vidéo qui au passage a eu de toutes celles que j'ai produites a eu le moins de succès, c'est paradoxalement peut-être la plus importante. Je disais donc dans cette vidéo que le monde ancien mettait en avant des libertés de type positif, c'est-à-dire des libertés contraignantes, certes contraignantes, mais qui impliquent un engagement et nécessitent l'action dans le champ public de celui ou de celle qui en est investi. A contrario, la modernité, notre modernité, met en avant des libertés de type négatif, c'est-à-dire des libertés permettant de s'extraire du champ public et qui favorisent le contentement privé. Alors, que faut-il en déduire? Ceci, que le seul pouvoir qui soit encore en notre possession n'est pas un pouvoir relatif à l'action,
mais un pouvoir relatif au retrait. Notre matrice individualiste fait que le champ public a été déserté pour notre grand confort à tous. Ce n'est donc pas le lieu où il faut intervenir, il est un peu tard pour y penser. J'ai beaucoup d'estime pour les gens qui continuent à aller voter le dimanche. Je veux simplement dire que, en ce qui me concerne, ça ne sert plus à rien. Inutile en effet d'attendre 107 ans l'homme ou la femme providentielle, une époque comme la nôtre, qui ne promeut que la médiocrité nivelante, ne doit pas s'attendre à voir émerger de ces institutions un être, homme ou femme, génial. Je sais qu'en général, quand je dis ça, ce n'est pas l'extrême gauche, paradoxalement, que je me mets à dos, car celle-ci se bouche en général et les oreilles et le nez vis-à-vis de certains propos nauséabonds. Non, ce sont les gens qui fondent leur dernier espoir dans le Front National, paradoxalement, que ces propos incommodent. Or, il est vrai que dans la quête de souveraineté qui nous incombe, le Front National joue un rôle important. Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. C'est un des rares partis à mettre en avant le problème de la souveraineté. Mais à mes yeux, le Front National est tout au plus un moindre mal. En tant que parti politique, il demeure dans la même matrice. Et je reparlerai de ça la prochaine fois, quand il s'agira d'évoquer la fameuse ingénierie sociale. Alors, par conséquent, ce qu'il faut retenir, à mes yeux, c'est que notre levier à nous, peuple français, n'est pas le levier des Romains. Nous sommes désarmés, au sens propre comme au sens figuré. Notre seule arme découle de la fonction qui, dans notre fausse démocratie, nous est assignée, celle de producteur-consommateur. 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 Voilà. Voilà à quoi nous sommes faits. Voilà pourquoi nous sommes faits. En d'autres termes, notre mont sacré à nous, notre seul retrait efficace, et c'est dramatique, c'est celui de cesser de produire et ou de consommer. C'est dramatique pour la raison suivante, et c'est important de comprendre ça, tout, absolument tout ce qui a du poids dans le monde actuel est du ressort soit de l'argent, soit du nombre, c'est-à-dire des masses, c'est-à-dire du troupeau que cela concerne et qu'on peut mouvoir. Alors on a affaire à deux écueils. D'une part, ceux qui ont de l'argent spéculent sur ce qui va contenter le troupeau. Et d'autre part, le gros du troupeau sera toujours esclave du plus offrant, c'est-à-dire de celui ou celle qui lui promettra toujours la gamelle la plus remplie. Donc j'en reviens à ce que je disais. Quel est notre mont sacré? Le retrait du processus marchand, c'est-à-dire du cycle aliénant production-consommation. Pensez-vous, à présent, qu'une majorité de gens puisse se sevrer de la boulimie consommatrice? La question reste posée, elle méritait de l'être. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela engendrerait dans notre quotidien? Eh bien, on pourrait envisager, pour commencer, un boycott de certaines grandes marques plutôt étrangères. Il n'est pas impossible, en effet, que le boycott d'Apple, au hasard, Apple, ait plus de poids politique qu'une soirée électorale. Je répète, il n'est pas impossible, c'est pas totalement idiot ce que je dis, que le boycott d'une grande marque telle qu'Apple ait plus de poids politique qu'une soirée électorale. Alors admettons que les gens s'y plient, ce qui relève déjà du miracle. Qu'est-ce qui arrive ensuite? C'est là que ça devient réellement dramatique. C'est que tout un pan d'une économie, à partir du moment où il y a boycott, tout un pan d'une économie en chaîne s'écroule. On cesse de consommer, certains vont cesser de produire et d'être payés pour produire. Donc au bout d'un moment, des Français vont être mis au chômage. C'est l'escalade, la crise économique et tout ce qui s'ensuit. Alors est-ce envisageable, est-il envisageable qu'une minorité en retrait du monde marchand, de l'empire marchand, puisse survivre au sein d'une majorité qui, elle, s'en sent incapable. Se sent incapable d'éteindre une bonne fois pour toutes les bêtises de la télé.
Est-ce envisageable? Est-ce qu'une minorité peut faire se mouvoir la masse? Alors, je ne peux bien sûr pas répondre à cela, j'ai ma petite idée là-dessus, là je la garde pour moi, mais ceci m'amènera à parler d'ingénierie sociale dans le prochain Polythéia. Et en quelque sorte, cette émission constitue une longue introduction à ma prochaine émission. Alors si je résume, à présent, si je résume tout ce que je viens de dire, où en sommes-nous? Premièrement, dans la matrice que constitue le gouvernement représentatif, il est vain de compter sur l'appui de la politique, d'où qu'elle vienne. Deuxièmement, dans un monde 100% économique, comme celui que nous plébiscitons chaque jour dans nos réflexes consuméristes quotidiens, dans un tel monde, le seul levier envisageable est bien sûr un levier de type économique et non pas politique. Et la seule action envisageable est une action de retrait. On n'agit pas en faisant, mais en arrêtant de faire. C'est le paradoxe de notre monde libéral. On n'agit pas en faisant, mais en cessant de faire. Cette difficulté, troisièmement, se double d'une autre. La massification constante que nous plébiscitons aussi à titre individuel pour ne jamais être en reste, implique que le gros du troupeau accepte de lui-même de se bouger et de faire des efforts. Sans quoi des minorités agissantes auront recours à la propagande et ce n'est jamais très bon signe. Alors je réitère, que faire? Je réitère la question, que faire? Peut-être que notre sort se jouera, comme beaucoup le pensent, à l'issue d'une ultime crise financière, d'un krach monumental et cataclysmique. Beaucoup, effectivement, fondent toute la critique de notre époque sur le problème de la monnaie. Alors peut-être en effet que ce cataclysme va arriver dans les mois, dans les années à venir, et on verra bien ce qu'il en est. Mais dans ce cas, nous serons encore une fois amenés à subir, rien de plus. Alors, je ne vais pas tout seul dans mon coin en un quart d'heure répondre à cette question. J'ai essayé de remettre certaines choses à leur place. J'espère y être parvenu. Ce qui me semble important de comprendre, c'est qu'une action salutaire ne proviendra pas des canaux officiels que sont les institutions politiques, médiatiques et économiques. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur Internet qui en sont déjà convaincus, mais c'est loin d'être la majorité de la population française. Alors pour finir, sur une note un peu plus gaie, je vais vous proposer un truc, je vais vous proposer du travail à faire chez vous. Imaginez qu'un changement politique intervienne dans les années à venir. Il n'est pas impossible que ce soit dans la violence. Et honnêtement, je ne crois pas impossible que l'élection présidentielle de 2017 soit la dernière de la Ve République. C'est pas impossible. Mais bon, effectivement, le changement pourrait intervenir dans la violence. Mais écartons cette possibilité. Et écartons de même la possibilité qui consiste à dire que les choses vont perdurer dans leur état actuel. Moi, ça me semble difficilement envisageable aussi. Donc, que reste-t-il? Que reste-t-il? Imaginez que le changement qui va s'opérer soit quasiment imperceptible et que les tenants du système actuel parviennent à nouveau à nous convaincre durablement ou à convaincre durablement une majorité que les règles qu'ils nous imposent sont les bonnes. Sans tomber dans le pathos, imaginez ce qui peut réellement advenir dans les 10 prochaines années, hormis la violence. Ce qui pourrait nous endormir encore davantage pour éviter que nous devenions violents dans un monde excessivement libéral. Donc, personnellement, j'ai fait cet exercice et je vous soumettrai la semaine prochaine en introduction de ma prochaine vidéo. Et je ne suis pas loin de penser qu'il y aurait d'ailleurs tout un ouvrage d'anticipation politique à écrire là-dessus. Ce serait un genre de dystopie pour les amateurs. Donc je vous expliquerai ça la semaine prochaine et nous parlerons d'ingénierie sociale. J'essaierai de réaliser cette vidéo très rapidement. Et ce sera enfin l'occasion, pour certains, d'assembler en quelque sorte toutes les pièces du puzzle disséminées dans les vidéos précédentes.
J'en reste là pour aujourd'hui. Je vous invite, écoutez-moi bien, à vous abonner et à partager ce contenu sans quoi il ne sert pas à grand chose. C'est ainsi. Et vous pouvez également me rejoindre, en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous avez envie de discuter, vous tomberez sur une page Facebook, si vous avez envie de discuter, de débattre de tout ça, de remettre en cause ce que je dis, n'hésitez pas. Venez, vous serez les bienvenus. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention, une fois de plus, et je vous dis à très bientôt.